pour regarder Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le continent africain célèbre ce jeudi le 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Les 55 membres de l'UA se réunissent à Addis Abeba. En visite à Alger, la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie a été reçue par le Premier ministre et le chef de la diplomatie algérienne. Au Soudan, 3 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle trêve, les accusations de violation de cette dernière entre l'armée soudanaise et les paramilitaires vont bon train. Et enfin, la reine du rock'n'roll, Tina Turner, tire sa révérence à l'âge de 83 ans. Retour sur la carrière d'une icône. Bonsoir à tous, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique, coïncidant avec le 60aire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine. Des délégations de tout le continent se sont réunies à Addis Abeba pour la cérémonie d'ouverture des festivités sous le slogan « Notre Afrique, notre futur ». Chaque année, les 55 pays membres célèbrent l'événement, soulignant leurs efforts déployés pour atteindre les objectifs stratégiques de l'UA, tels que la décolonisation, la résolution des conflits armés et la sauvegarde de la paix. Et à cette occasion, le président actuel de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'Afrique ne doit pas redevenir un terrain de bataille géostratégique, appelant les pays du continent à résister à l'instrumentalisation des grandes puissances sur fond de conflit en Ukraine. Dinila Makassi nous en dit plus. Ce fameux 25 mai 1963 à Addis Abeba, c'est les idéaux de toute une jeunesse qui sont portés sous l'égide de l'empereur éthiopien Haile Selassie et du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. L'Afrique a le regard tourné vers son avenir. 32 jeunes nations libérées du joug du colonialisme vont dès lors mettre en place leur vision. L'heure est à la décolonisation de l'Afrique. De Bembela à Nasser, en passant par Thomas Sankara ou encore Amilcar Cabral, ils étaient tous là pour signer la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Rédigée par les présidents du Mali, Mobutu Keïta, et Sylvanus Olympio, premier président du Togo, qui lui se fera assassiner en janvier 1963. Dans les coulisses, c'est une véritable bataille diplomatique qui est livrée entre les partisans du fédéralisme, avec à leur tête Kwame Nkrumah, et les tenants de l'Afrique des États, avec pour chef de file le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Cette divergence de vision n'entrave pas la marche de l'histoire. Le consensus est vite trouvé. L'ensemble des signataires s'accordent sur la nécessité de l'union et de la solidarité pour l'indépendance de l'ensemble des nations africaines et de tous les peuples, à l'instar de la Palestine. D'ailleurs, c'est sous l'impulsion de l'Algérie que l'OUA et la Ligue arabe vont intensifier leur coopération. Lors du 6e sommet de la Ligue faisant suite à la guerre d'octobre en 1973. Riches de ces 60 ans d'indépendance, les États africains font toujours face aux défis de l'unité et de ces obstacles qui ne dépendent pas toujours d'eux. Portés par les principes fondateurs de l'unité africaine, l'intangibilité des frontières et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Après le colonialisme vaincu, c'est aux démons internes et aux impérialismes et ses tentacules que les jeunes générations de panafricains doivent faire face, que ce soit sur le plan structurel, économique, mais aussi identitaire et culturel. La Turquie célèbre également la Journée mondiale de l'Afrique. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi que l'approche de la Turquie à l'égard des pays africains est entièrement conforme aux principes fondateurs de l'Union africaine et repose sur un partenariat holistique, inclusif, respectueux de l'autre et égal sur une base gagnant-gagnant.
Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu ce jeudi la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Nelly Boutete Kachumba Mouti. Les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre les relations historiques et solides entre l'Algérie et la Zambie et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris dans le domaine parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie a également été reçue par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Ils ont tous deux passé en revue les perspectives à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, notamment à travers la valorisation du legs historique commun fait de lutte contre la colonisation, de solidarité et de soutien aux causes et questions de l'Afrique et ses aspirations politiques et économiques. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé que la convocation de la première session du groupe de travail sur la sécurité émanant du processus de Berlin à Tripoli contribuera à faire avancer le processus politique et créer un environnement propice à la tenue d'élections libres et inclusives en 2023. Abdoulaye Bathily a exprimé dans un tweet son espoir que cette réunion soit la première d'une série d'autres que le groupe de travail sur la sécurité pourrait organiser dans différentes régions de la Libye. Les accusations de violation de la nouvelle trêve entrée en vigueur lundi passé entre l'armée soudanaise et les paramilitaires vont bon train. Depuis 3 jours, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer les aides. Dans ce climat de tension, la population soudanaise vit dans l'insécurité et la crainte. Sohila Kellal. Au Soudan, les jours passent et se ressemblent depuis le début du conflit armé en avril dernier. Escalade, violation des trêves, combats, tirs d'artillerie et raids aériens sont les maîtres mots sur le terrain. Ce jeudi, l'armée et les forces de soutien rapide se sont mutuellement accusées de rompre la trêve négociée par les médiateurs américains et saoudiens 3 jours après l'entrée en vigueur de cette dernière. L'armée a d'ailleurs annoncé avoir contré des attaques de blindés des forces de soutien rapide en violation totale du cessez-le-feu. Dans son dernier bilan, le syndicat des médecins soudanais a annoncé ce jeudi que le nombre de civils morts depuis le début du conflit s'élève désormais à 865 personnes et pas moins de 3634 civils blessés. Vu la situation dramatique sur le terrain, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer l'aide humanitaire. Le coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU au Soudan du Sud, Peter van der Overhart, a condamné une attaque de biens humanitaires devant le complexe de l'ONU à bord, dans la région centrale du Sud, où au moins 5 camions chargés de 7 tonnes de nourriture ont été pillés. Le représentant spécial pour le Soudan du Sud, Nicolas Haysom, a de son côté demandé aux acteurs politiques du pays d'accélérer le processus de paix en cours afin de permettre la tenue d'élections à temps. Il a également souligné la nécessité de créer un espace politique et civique propice pour encourager la participation de l'ensemble des citoyens et le dialogue constructif entre eux. Et on reste en Afrique, au moins 13 personnes ont perdu la vie dans un éboulement sur un site d'exploitation aurifère artisanale au sud-ouest du Burkina Faso. Au moins 4 autres personnes sont toujours coincées sous les décombres de la mine. En Palestine, le Premier ministre Mohamed Shtayyeh a dénoncé ce jeudi le déplacement des habitants de Ain Samia, à l'est de Ramallah, par les autorités sionistes, qualifiant ce dernier de mesures racistes et de nettoyage ethnique. Mohamed Shtayyeh a ajouté que cette affaire relève d'une politique systémique d'expansion des colonies sionistes sur le territoire palestinien. Et dans le même sillage, le représentant de l'Union européenne en Palestine a également fermement dénoncé le retour des colons dans les villages palestiniens évacués par l'entité sioniste, déclarant que ces agissements étaient contraires au droit international et que les colonies sous toutes leurs formes sont illégales. On reste en Palestine. Un camp de réfugiés de la ville d'Ariha a été pris d'assaut par les forces d'occupation dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incursion a fait au moins 13 blessés parmi les Palestiniens. Sur le front diplomatique, Riyad Mansour appelle la communauté internationale à réagir face aux violations commises par l'entité sioniste. Amin Touta. De la ville Al-Quds jusqu'à Ariha, l'oppression s'étend à l'encontre des Palestiniens sous la même bannière occupante.
Au camp des réfugiés de Aqbat Jaber, au sud de la Cisjordanie, au moins 13 ressortissants palestiniens ont été blessés lors d'un raid militaire dans la nuit de mercredi à jeudi. Un des blessés serait dans une situation grave. Au total, plus de 50 maisons ont été cernées par les unités d'occupation en utilisant des balles réelles. Durant la même opération, 14 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation, selon le directeur du club des prisonniers palestiniens à Ariha. Cette municipalité de la Cisjordanie connaît depuis des mois plusieurs campagnes d'arrestation arbitraires, des harcèlements et d'autres pratiques répressives continues. Sur le plan diplomatique, le ton a été explicite de la part du ministre des Affaires étrangères palestinien qui a appelé la communauté internationale à réagir face à ces agressions permanentes. S'adressant au secrétaire général des Nations Unies, Riyad Mansour a évoqué la question du pillage des terres, du déplacement forcé des civils palestiniens et de toutes les activités coloniales dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Al-Quds Est, en violation flagrante avec la législation onusienne. Le diplomate palestinien a mis l'accent également sur la nécessité de mener une action collective et sérieuse conforme au droit international, y compris dans les domaines judiciaires, afin de protéger le peuple palestinien qui subit une injustice historique depuis plus de 7 décennies. À 4 jours du deuxième tour de la présidentielle turque, les deux candidats en lice intensifient leur campagne dans le but d'attirer le plus de voix. Malgré les critiques ayant visé le chef de l'État turc au lendemain du séisme meurtrier du 6 février dernier, Recep Tayyip Erdoğan a conservé la confiance d'une grande partie des électeurs des provinces du Sud et se présente pour l'instant en position de force. On écoute. La coalition de l'opposition ne donne pas confiance et tout est basé sur la confiance, alors que face à eux, le gouvernement déjà en place tient ses promesses. C'est pour ça que les habitants ont voté pour la confiance, pas pour celui qu'ils aiment, mais celui en qui ils ont confiance. Je ne veux pas m'exprimer en tant que sympathisante d'un parti, que ce soit Kılıçdaroğlu ou M. Tayyip. Je pense que c'est avec les moyens de l'État qu'ils vont agir ici, avec les impôts payés par moi, mon père, mes grands-parents. Mais alors, quand on voit revenir les ingénieurs et les entrepreneurs, on ne veut absolument pas être instrumentalisé. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce jeudi son homologue lituanien Gitanas Nausėda, alors qu'un sommet de l'OTAN doit se tenir à Vilnius cet été. Au menu des discussions, l'important sujet de la défense aérienne et antimissile, mais aussi les questions migratoires et énergétiques. Notre échange portera naturellement sur la poursuite de notre soutien à l'Ukraine. J'ai eu l'occasion à nouveau d'échanger avec le président Zelensky lors de son voyage à Hiroshima, en marge du G7. Et la France a annoncé, comme vous le savez, de nouvelles mesures de soutien il y a quelques jours. Au niveau européen, les décisions relatives au financement justement commun de l'approvisionnement en munitions sont majeures. Nous devons aller plus loin, plus fort, en réinvestissant nos industries de défense pour pouvoir continuer à apporter durablement notre soutien à l'Ukraine. Et je sais combien votre pays est en pointe sur ce sujet. En Europe, la première économie du continent est officiellement affectée par une récession après 2 trimestres consécutifs de baisse de son PIB. Et les raisons de ce ralentissement économique sont multiples. Inflation, conjoncture internationale, approvisionnement en gaz. Berlin table néanmoins sur un retour de l'activité au cours de l'année. Safwan El-Bensabré. Il s'agit d'une récession au sens propre du terme. Lorsque l'économie d'un pays se rétracte sur une durée d'au moins 6 mois, il est alors question de récession économique. C'est le cas de l'Allemagne. Après une chute de 0,5% au dernier trimestre de 2022, le PIB allemand a reculé une fois de plus de 3% au premier trimestre 2023. Plusieurs facteurs expliquent ce coup de frein qui touche la première économie européenne. L'industrie allemande, longtemps alimentée par le gaz russe bon marché, a été directement touchée par le conflit en Ukraine. Malgré les aides publiques massives en début d'année, l'Allemagne n'a pas échappé aux retombées d'une conjoncture internationale instable. L'industrie allemande, bien qu'ayant profité d'une ouverture sur la Chine, a connu un net ralentissement.
Le secteur automobile, pièce maîtresse de l'industrie allemande avec près d'un quart des exportations nationales, a connu quant à lui une baisse de 6,5% de sa production, notamment en raison d'une baisse de la demande internationale. Affectées par l'inflation qui touche de nombreux pays, les exportations allemandes ont reculé de 5,2%. L'inflation n'épargne pas le quotidien des Allemands, celle-ci culmine à 7%. Exceptionnellement, l'Allemagne fait moins bien que ses voisins européens. La France et le Royaume-Uni connaissent des croissances certes limitées, mais ne franchissent pas le seuil de la récession. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont accusé un cyberacteur parrainé par la Chine d'avoir infiltré des infrastructures critiques américaines. Des allégations fermement démenties par Pékin. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a dénoncé ce jeudi une campagne de désinformation collective de la part des pays de la coalition Five Eyes, initiée par les États-Unis à des fins géopolitiques. Il s'agit de toute évidence d'une opération de désinformation collective lancée par les États-Unis et mobilisant les pays de la coalition Five Eyes à des fins géopolitiques. Comme nous le savons tous, la coalition Five Eyes est la plus grande organisation de renseignement au monde et l'Agence nationale de sécurité des États-Unis est la plus grande organisation de piratage informatique au monde. Le fait qu'ils se soient associés pour publier un rapport de désinformation est en soi ironique. Fait divers, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle dans le centre de Paris par deux individus circulant en moto. L'homme, un agent immobilier, a été visé à la sortie de son agence dans le 8e arrondissement de la capitale française. À l'âge de 83 ans, surnommée la reine du rock'n'roll, Tina Turner s'est éteinte. En 70 ans de carrière, la vedette du rhythm and blues avait imposé sa griffe. Portrait d'Iman Merad. L'iconique Tina Turner, reine du rock'n'roll, s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans. En 70 ans de carrière, la chanteuse aura marqué plus d'une génération en imposant son empreinte, voire sa griffe particulièrement singulière. Chanteuse, compositrice, danseuse, actrice et auteure, elle est l'une des artistes féminines les plus populaires du rock. Tina Turner a commencé à briller fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70 au sein du mythique et duo couple Ike and Tina Turner. De son véritable nom, Anna Mae Bullock avait volé de ses propres ailes dans les années 80, enchaînant les tubes à l'instar de What's Love Got to Do, Proud Mary ou encore The Best, ainsi que de majestueuses tournées internationales. En vendant plus de 100 millions d'exemplaires de ses albums à travers le monde, elle devient l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. En plus d'une prodigieuse voix de feu, la chanteuse américaine était adulée pour son atypique énergie et sa force de caractère, forgée par une enfance et une vie conjugale difficile. Première tournée d'adieu en l'an 2000, la vedette du rhythm and blues tirera définitivement sa révérence scénique en 2008, à l'âge de 70 ans, pour s'établir en Suisse dans une somptueuse maison au bord du lac de Zurich aux côtés de son second mari, le producteur allemand Erwin Beck. La disparition de Tina Turner a suscité les hommages des chefs d'État et d'autres icônes planétaires du rock, ainsi que de ses voisins. Pour ma part, j'adorais sa musique, j'ai aimé son aura. Je pense qu'elle avait un grand cœur, qu'elle était un rayon de soleil pour la Suisse. Elle avait son intimité ici, elle était heureuse avec les gens, avec le pays, avec son mari. Des bouquets de fleurs ont été déposés aux portes du château, ainsi que des dizaines de bougies, de cartes et messages manuscrits. Avec un tumultueux mais fabuleux destin, Tina Turner était et restera simply the best. Elle restera toujours dans les mémoires des amoureux du rock. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Au revoir.